Ma femme a hurlé pendant notre dispute, si tu passes cette porte maintenant, n'ose même pas revenir. J'ai dit, compris. Puis, je suis sorti, j'ai pris une chambre d'hôtel, et j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce. Quand elle m'a appelé 4 heures plus tard en disant, je ne le pensais pas, j'étais déjà en rendez-vous avec un avocat. Moi, un homme de 35 ans, j'ai mis fin à mon mariage avec un seul mot. La dispute a commencé à cause de la vaisselle, mais en réalité, elle portait sur tout. Ma femme, 33 ans, a quitté son travail il y a 2 ans pour trouver sa passion. Elle ne l'a toujours pas trouvée. Pendant ce temps, je travaille 50 heures par semaine, payant pour absolument tout, pendant qu'elle. Je ne sais même pas ce qu'elle fait de ses journées. Ce mardi-là, je suis rentré vers 19 heures. L'évier débordait de vaisselle, des boîtes de plats à emporter traînaient sur le comptoir. Le salon donnait l'impression qu'une tornade était passée. Elle, sur le canapé, en pantalon de yoga, en train de faire défiler TikTok. Salut, dure journée. Est-ce que par hasard tu as eu le temps de t'occuper de la vaisselle? Elle n'a même pas levé les yeux. J'étais occupé à faire quoi? Maintenant, elle a levé les yeux. Pardon? Je demande juste. L'endroit est dans le même état que ce matin. Tu es sérieusement en train de remettre en question ce que je fais de mes journées? Je demande pourquoi je paie pour tout, et que je rentre quand même à la maison pour trouver ça. Mauvaise chose à dire. Elle a bondi du canapé. Oh, ça y est. Monsieur l'argent, monsieur le gagne-pain, tu adores me le mettre sous le nez. Je ne te mets rien sous le nez. Je pose une question. Non, tu essaies de tout contrôler. Je ne suis pas ta femme de ménage. Je ne te demande pas d'être ma femme de ménage. Je demande pourquoi rien n'est fait, alors que tu es à la maison toute la journée. Rien n'est fait? Sa voix est montée de 3 octaves. J'en fais plein. Ce n'est pas parce que je ne me casse pas le dos dans un trou à ras d'entreprise que je ne travaille pas. Tu travailles sur quoi? Sur moi-même. Sur la recherche de mon but dans la vie. Ce n'est pas comme si tu pouvais comprendre, tu es trop occupé à me juger. Je ne juge pas. Je suis épuisé. Je travaille toute la journée, je paie toutes les factures, et je dois encore rentrer à la maison et nettoyer. Alors ne le fais pas. Personne ne t'y oblige. Donc je devrais juste vivre dans la saleté? Tu es impossible. Elle hurlait à plein poumon maintenant. Je n'en peux plus. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui me fait me sentir sans valeur. Je n'ai pas dit que tu étais sans valeur. J'ai posé une question sur la vaisselle. Il ne s'agit pas de la vaisselle. Il s'agit de respect. Il s'agit que tu me traites comme une partenaire, et non comme ton employé. Je suis resté là, trop fatigué pour ça. Un partenaire, ça veut dire 2 personnes qui contribuent. Toi, quelle est ta contribution? Son visage est devenu rouge. Je contribue énormément. Je fais de cette maison un foyer. J'apporte un soutien émotionnel. Tu apportes des factures que je paie. C'est tout. Elle a pointé la porte. Tu sais quoi? J'en ai marre. Tu ne m'apprécies pas. Tu ne me respectes pas par. Quoi? Tu m'as entendu. Par. Sors d'ici. Tu es sérieuse, là? Absolument sérieuse. Si tu passes cette porte maintenant, n'ose même pas revenir. Je le pense vraiment. Je l'ai vraiment regardé, le visage rouge, le doigt pointé, absolument certaine que j'allais céder et m'excuser, comme je le faisais toujours. Compris. J'ai attrapé mes clés, attrapé mon téléphone, et je me suis dirigé vers la porte. Attends, qu'est-ce que tu? La porte s'est refermée derrière moi. Je l'ai entendu crier quelque chose, mais j'étais déjà en train de monter dans ma voiture. Je me suis enregistré dans un hôtel de long séjour près de mon bureau, je me suis assis sur le lit, j'ai regardé mon téléphone, j'ai pensé à tout, puis j'ai cherché sur Google, avocat en divorce près de chez moi. J'en ai trouvé un avec une ligne de consultation d'urgence 24 heures sur 24, et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin à la 1re heure. Mon téléphone a commencé à sonner vers 23 heures. Je n'ai pas répondu. Message, ok, où es-tu? Ce n'est pas drôle. Un autre, tu dois rentrer pour qu'on puisse en parler. Un autre,
Tu es ridicule. Un autre, réponds-moi. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Je me suis endormi. J'ai rencontré l'avocate à 8 heures précises. Elle s'appelait Maître Tau. Milieu de la quarantaine. Elle avait l'air de manger des divorces hostiles au petit déjeuner. J'ai tout déballé. Les 2 ans de chômage. Les disputes. L'ultimatum. Marié depuis combien de temps? 7 ans. Des enfants? Non. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'était pas prête. Les biens, la maison, aux 2 noms. J'ai payé le prêt hypothécaire seul pendant 2 ans. Des comptes bancaires séparés. Le mien a environ 32 $. Le sien a peut-être 6 cents $. Pas de compte joint. Intelligent. Une preuve de l'ultimatum? Juste le reçu de l'hôtel, qui montre que je suis parti cette nuit-là. Maître Torres a souri. Pas un joli sourire. Un sourire d'avocat. Voici ce qui va se passer. Elle obtient la moitié de la valeur nette de la maison. Probablement une pension alimentaire pour conjoint, étant donné l'écart de revenus et la durée du mariage, mais elle a été volontairement au chômage pendant que vous portiez tout. Nous pouvons limiter les dégâts de manière significative. Qu'est-ce que je fais? Ne rentrez pas chez vous. Ne la contactez pas directement. Laissez-la partir en vrille. Documentez tout. Chaque appel, chaque SMS, chaque folie qu'elle fait. Tout cela aide. Je l'ai engagée immédiatement. Elle a déposé les papiers cet après-midi-là. À midi, mon téléphone avait 31 appels manqués. Bébé, s'il te plaît, rentre à la maison. C'est insensé. Tu réagis de manière excessive. Ça fait une journée entière. Tu as fait passer ton message. Où es-tu? Je commence à m'inquiéter maintenant. S'il te plaît, réponds. Tu te comportes comme un enfant. D'accord. Fais comme tu veux. Tu verras si ça m'importe. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mon frère a appelé vers 14 heures. Mec, ta femme harcèle mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. Bordel de merde, tu es vraiment parti. Ouais. Et j'ai demandé le divorce ce matin. Long silence. Bien. Ça fait 2 ans qu'elle t'utilise comme un distributeur de billets personnels. Il était temps. Tu n'as jamais rien dit. Tu n'étais pas prêt à l'entendre. Tu es prêt maintenant? Ouais. Elle va complètement péter un câble quand elle recevra les papiers. Je sais. Elle les a reçus le lendemain matin à la maison. Maître Thomas a appelé vers 10 heures. L'avocat de votre femme vient de me contacter. Elle en a déjà un? Ses parents lui en ont trouvé un rapidement. Ils prennent ça au sérieux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent parler. Elle dit que tout ça est un malentendu. Qu'elle ne voulait pas que vous partiez vraiment. Que c'est une réaction excessive et folle. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que vous poursuivez la procédure de divorce, et que toute communication doit passer par les avocats. Parfait. Oh, et elle a appelé mon bureau directement 5 fois. Mon assistante a finalement dû menacer de la signaler pour harcèlement. J'ai presque eu pitié. Presque. Ce soir-là, sa mère a appelé. J'ai bêtement répondu. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Bonjour à vous aussi. On ne quitte pas sa femme pour une seule dispute. C'est elle qui m'a dit de partir et de ne pas revenir. Elle ne le pensait pas. Tu sais comment elle est. Oui, je sais. C'est pour ça que je divorce. C'est votre mariage. On ne jette pas ça comme ça. C'est elle qui l'a jeté. Je ne fais que le rendre officiel. Elle est dévastée. Elle n'a pas mangé. Elle pleure sans arrêt. Comment peux-tu être si cruel? Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de me dire de dégager. Tu es absolument sans cœur, après tout ce qu'elle a fait pour toi. Qu'est-ce qu'elle a fait pour moi, exactement? J'aimerais bien savoir. Elle a fait un foyer pour toi. Elle t'a soutenu. Elle a passé 2 ans au chômage, a dépensé mon argent, pendant que la maison tombait en ruine et que je faisais tout. Ce n'est pas du soutien. C'est du parasitisme.
Je n'arrive pas à y croire. Elle devrait te prendre tout ce que tu as dans ce divorce, et elle le fera. Super. Dites à son avocat d'envoyer les demandes. J'ai raccroché. Les demandes sont arrivées le lendemain. Complètement folle, la totalité de la valeur nette de la maison, 4 000 $ par mois de pension alimentaire pendant 6 ans, la moitié de mon plan de retraite 401K, ses frais d'avocat, sa voiture remboursée, une compensation pour les opportunités de carrière perdues de 50 000 $. Maître Tau a littéralement ri en lisant ça. Ils font une offre de départ exorbitante. Qu'est-ce qui est réaliste? La moitié de la valeur nette de la maison est la norme. La pension alimentaire, avec un chômage volontaire et sans enfant, ce sera 1 500 $ par mois pendant 2 ans, maximum. Votre 401K a été principalement constitué avant le mariage. Nous le protégeons. Elle paie son propre avocat. La voiture et la compensation, c'est du pur fantasme. Faites-le. Pendant ce temps, ma femme a intensifié ses actions. Elle s'est présentée à mon immeuble de bureau. La sécurité m'a appelé. Monsieur, il y a une femme dans le hall qui prétend être votre femme. Elle fait une scène. Ne la laissez pas monter. Je descends. Je l'ai trouvée en larmes dans le hall. Les gens la regardaient. Bébé, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Non. J'ai fait une erreur. J'étais en colère. Tu ne peux pas mettre fin à notre mariage pour une seule dispute. C'est toi qui y as mis fin. Tu m'as dit de partir. Je ne le pensais pas. Les gens disent des choses quand ils sont contrariés. Et ensuite, ils en assument les conséquences. Tu n'es même pas prêt à essayer une thérapie. Un conseiller conjugal. Non. Je vais changer. Je vais trouver un travail. Je ferai mieux. S'il te plaît. C'est fini. Rentre chez toi. Tu ne le penses pas. Tu essaies de me donner une leçon. De me faire peur. J'ai compris. Le message est passé. Maintenant, allons. Je n'essaie rien du tout. Nous allons divorcer. Parle à ton avocat. Tu vas vraiment le faire? Vraiment? Vraiment. Je me suis éloigné. Elle a crié quelque chose, mais la sécurité était déjà en train de la raccompagner dehors. Mon avocate a appelé 1 heure plus tard. Elle a appelé mon bureau 6 autres fois. Je lui ai dit d'arrêter, ou nous déposerions une demande d'ordonnance restrictive. Elle part en vrille. Bien. Parfois, ça les fait céder plus vite. Ça ne les a pas fait céder plus vite. Son avocat a renvoyé des demandes à peine modifiées. Il voulait toujours la majeure partie de la valeur nette de la maison. Il voulait toujours 3 500 $ par mois de pension. Nous allons en médiation, a dit Maître Tau. Ça pourrait devenir moche. À quel point moche? Déposition, communication des pièces financières, peut-être un procès. Êtes-vous prêt pour ça? Quoi qu'il en coûte. Ça va vous coûter cher. Je m'en fiche. Je ne financerai plus son style de vie. La phase de communication des pièces a été folle. Il s'est avéré qu'elle avait des cartes de crédit dont j'ignorais l'existence. 3 d'entre elles. Solde total, 22 000 $. Shopping, restaurant, soins au spa, abonnement en ligne, tout en se plaignant de sa pauvreté. Son avocat a essayé de prétendre que c'était une dette conjugale que nous devrions partager. Maître Torres a renvoyé mes relevés bancaires, montrant que j'avais payé littéralement toutes les dépenses du ménage pendant 2 ans, alors que son revenu était de 0. La dette était la sienne, pour des luxes purement personnels. Ils ont rapidement abandonné cette demande. Puis, ils ont essayé de prétendre qu'elle avait augmenté la valeur de la maison grâce à des améliorations. Leur expert a estimé une plus-value de 35 000 $ grâce à son travail de décoration et d'entretien. Notre expert a dit que c'était de la pure fiction. Elle avait acheté des meubles bon marché et laissé l'endroit se détériorer. La maison avait en fait perdu de la valeur à cause de l'usure qu'elle n'avait jamais réparée. Cette demande est morte aussi. Mais elle n'avait pas fini. Sa mère a commencé à appeler ma famille, mes parents, mon frère, même ma grand-mère. Il a abandonné sa femme. Il est cruel. Il l'a détruit. Ma mère a rapidement mis fin à ça.
Votre fille a dit à mon fils de partir et de ne pas revenir. Il a respecté ses souhaits. Ce n'est pas un abandon. Elle ne le pensait pas. Alors elle n'aurait pas dû le dire. Mon fils ne lit pas dans les pensées, et il n'est pas un paillasson. La mère de ma femme a apparemment perdu son sang-froid et a dit quelques mots bien choisis à mon sujet. Ma mère lui a raccroché au nez. Puis, ma femme a essayé de se présenter à mon appartement. J'avais emménagé dans une location temporaire pendant que le divorce se poursuivait. Elle attendait près de ma voiture quand je suis rentré du travail. Il faut qu'on parle. Non, pas du tout. S'il te plaît. Juste 5 minutes. Non. Tu me manques. Nous me manquons. Ne peut-on pas juste? Nous divorçons. Arrête de te pointer partout. C'est ridicule. 7 ans, et tu jettes ça comme si ce n'était rien. C'est toi qui as tout jeté quand tu m'as dit de partir. J'étais en colère. Les gens se disputent. Les couples surmontent les épreuves. Certains couples. Pas nous. Pourquoi es-tu si froid? Où est l'homme que j'ai épousé? C'est le même gars qui a payé tes factures pendant 2 ans pendant que tu ne faisais rien. Il vient juste de se réveiller. Son visage s'est décomposé. Je te déteste. D'accord. Je te déteste. Notez. S'il te plaît, pars avant que j'appelle la police. Elle est partie, mais m'a envoyé un message plus tard depuis le téléphone de son ami. J'espère que tu es heureux. Tu as tout détruit. Je ferai en sorte que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Elle a essayé de publier sur les réseaux sociaux au sujet de son ex-mari émotionnellement abusif qui l'avait abandonné pendant une période difficile. Mon frère a répondu publiquement, version intéressante des faits. La réalité, elle a quitté son travail il y a 2 ans, a refusé de travailler, a accumulé 22 000 $ de dettes en secret, et lui a dit de partir et de ne jamais revenir. Il a simplement pris son bluff au mot. Les actes ont des conséquences. Sa publication a été supprimée assez rapidement après ça. La médiation a été un cauchemar. Elle a pleuré pendant toute la session de 3 heures. Sa mère était là pour la soutenir et n'arrêtait pas d'interrompre. Il n'est pas raisonnable. Elle a tout abandonné pour ce mariage. Qu'a-t-elle abandonné, ai-je demandé. Elle a quitté son travail dans la vente pour ne rien faire. Elle avait des rêves, des aspirations. Elle les a sacrifiés. Elle a eu 2 ans et un soutien financier illimité pour poursuivre tous les rêves qu'elle voulait. Qu'a-t-elle accompli? Silence. Le médiateur a essayé de trouver un terrain d'entente. Nous étions à des kilomètres l'un de l'autre. Finalement, 5 mois après mon départ, nous avons trouvé un accord la veille du procès. Elle a obtenu la moitié de la valeur nette de la maison après la vente, soit 91 000 $. Une pension alimentaire de 1 800 $ par mois pendant 30 mois. Sa voiture, sur laquelle elle effectuait encore des paiements. Ses effets personnels, sa dette de carte de crédit secrète, tout était à elle. J'ai gardé mon 401K, moins une minuscule portion maritale, mes économies, ma voiture, ma santé mentale, ma liberté. Son avocat a essayé de présenter ça comme si je la volais. Mon avocate a souligné qu'elle obtenait près de 100 000 $ plus une pension, malgré n'avoir contribué financièrement en rien pendant des années. Le juge a signé. Fini. Elle a essayé de me coincer dans le parking du tribunal. J'espère que tu es heureux. J'y arrive. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie quand tu as pensé que je ne prendrais jamais ton bluff au sérieux. Nous aurions pu tout avoir. Une famille, un avenir. Nous avions une relation à sens unique, où je travaillais et payais pour tout, pendant que tu ne faisais rien et t'en plaignais. Ce n'est pas un avenir. C'est de la servitude sous contrat. Je t'aimais. Tu aimais mon salaire. Sa mère s'est précipitée. Tu le regretteras. Tu finiras seul et misérable. Peut-être, mais je serai moins misérable que je ne l'étais avec elle. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. 8 mois se sont écoulés depuis mon départ. Le divorce est finalisé depuis 3 mois. J'ai acheté un petit appartement avec ma part de la vente de la maison. 2 chambres, un immeuble calme, à 15 minutes du travail. Mon paiement hypothécaire est en fait inférieur à ce que je dépensais juste pour la maison avant.
Les paiements de pension de 1800 dollars sont prélevés automatiquement le premier de chaque mois. Encore 27 à payer. Ensuite, je serai complètement libre. J'ai entendu dire par des amis qu'elle avait déjà flambé la majeure partie de son règlement. Nouvelle voiture, nouvelle garde-robe, voyage entre filles, elle vit maintenant chez ses parents. Elle n'a toujours pas trouvé de travail. Certains pensent que j'ai été trop dur. Que les mariages sont censés surmonter les tempêtes. Que j'aurais dû essayer la thérapie. Peut-être qu'ils ont raison. Mais j'étais fatigué d'être le seul à essayer. Fatigué d'être un distributeur de billets avec une alliance. Fatigué de marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui lançait des ultimatums et s'attendait à ce que je les absorbe simplement. Elle m'a donné la permission de partir. Peut-être qu'elle ne le pensait pas, mais elle l'a dit, et je l'ai prise au mot. Mon frère m'a demandé la semaine dernière si je le regrettais, parfois, tard le soir, quand tout est calme. Est-ce que le fait d'avoir quelqu'un me manque? Est-ce qu'elle me manque, spécifiquement? Non. L'idée de ce que je pensais que nous avions me manque, mais ce n'était jamais réel. J'ai recommencé à faire des choses que j'avais arrêtées. J'ai rejoint une ligue de football de loisirs. J'ai commencé à cuisiner de vrais repas au lieu de survivre avec des plats à emporter. Je lis à nouveau, je vois des amis qu'elle n'aimait pas. L'appartement reste propre parce que je suis le seul ici, et je nettoie derrière moi. C'est plus calme que d'être marié. Mais c'est un calme paisible, pas un silence tendu avant la prochaine explosion. Mes paiements de pension sont inférieurs à ce que je dépensais pour la soutenir quand nous étions mariés. Je suis littéralement en train d'économiser de l'argent, même avec les frais de divorce. Cela dit tout sur ce qu'était réellement ce mariage. J'ai reçu un texto d'un numéro inconnu la semaine dernière. Est-ce que tu penses parfois à moi? À ce que nous aurions pu être? Je n'ai pas répondu, mais j'y ai pensé. Ce que nous aurions pu être, un partenariat où les deux personnes contribuaient et s'appréciaient mutuellement. Ce que nous étions réellement, moi, me tuant au travail, pendant qu'elle prenait et prenait encore, et appelait ça de l'amour. Elle m'a dit de partir et de ne pas revenir. Le meilleur conseil qu'elle m'ait jamais donné. L'autre jour, j'ai croisé une de ses amies à l'épicerie. Tu sais, elle dit à tout le monde que tu l'as prise par surprise, qu'il n'y avait aucun problème, et que tu es juste parti comme ça. Je veux dire, on savait tous que c'était des conneries. Elle se plaignait constamment que tu la contrôlais en lui demandant de contribuer. On l'a tous vu venir. Alors pourquoi personne n'a rien dit? Elle a haussé les épaules. Ce n'était pas notre place. En plus, elle n'écoutait jamais de toute façon. Est-ce qu'elle écoute maintenant? Maintenant, elle joue la victime. Elle dit qu'elle a tout sacrifié et que tu l'as jeté. Elle n'a rien sacrifié, à moins que tu ne comptes sacrifier l'emploi, la responsabilité et le partenariat de base. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait le bon choix. Elle t'aurait saigné à blanc. Elle a essayé. Les gens demandent si ça en valait la peine. Les frais d'avocat, le stress, le drame. Chaque centime. Parce que l'alternative était de retourner dans cette maison, cette dynamique, cette vie d'être utilisée. L'alternative était de lui apprendre que les ultimatums fonctionnent, qu'elle pouvait menacer de mettre fin aux choses quand elle le voulait, et que je céderais. Je lui ai appris le contraire. Elle a dit, ne reviens pas. Alors, je ne suis pas revenu. Et je m'en porte mieux. Les paiements de pension se terminent dans 27 mois. J'ai un compte à rebours sur mon téléphone. Ensuite, même ce dernier fil qui nous relie sera coupé pour toujours. J'ai hâte. Quelqu'un au travail m'a demandé si je croyais aux secondes chances. Bien sûr. Pour les gens qui sont vraiment désolés. Était-elle désolée? Elle était désolée d'avoir subi les conséquences. Ce n'est pas la même chose. Et c'est la vérité. Elle n'était pas désolée de l'avoir dit. Elle était désolée que je l'ai prise au sérieux. Il y a une différence énorme. Et j'ai fini de prétendre que ce n'est pas le cas. La meilleure partie? Je dors toute la nuit maintenant. Pas de dispute, pas de drame, pas à me demander quand la prochaine explosion arrivera. Juste la paix. 7 ans de mariage, et la meilleure chose qu'elle ait jamais faite pour moi, c'est de me dire de partir. J'aurais juste aimé avoir le courage de le faire plus tôt. Titre, ma femme a hurlé, ta mère meurt seule ou on divorce.
Quand j'ai dit que maman avait besoin de soins, j'ai répondu « Je fais mes valises ce soir ». Puis, j'ai révélé le testament de maman, me laissant sa fortune de 2 800 000 $ sur laquelle ma femme comptait. Son avocat en divorce est soudainement devenu très intéressé par une réconciliation. Moi, un homme de 38 ans, j'étais assis à notre table de cuisine jeudi dernier, quand ma femme, Desirée, 35 ans, a complètement perdu la tête à cause d'une simple phrase. L'oncologue de maman dit qu'elle a besoin de quelqu'un avec elle maintenant. Je la ramène à la maison. Desirée a claqué son verre de vin si fort qu'il s'est fissuré. Absolument pas. Cette femme ne vivra pas dans ma maison. Elle a un cancer de stade 3. Le centre de traitement est à 40 minutes. Elle a besoin. Ta mère meurt seule ou on divorce. Les mots flottaient dans l'air. Notre fille, Chloé, 14 ans, se tenait figée dans l'embrasure de la porte, ayant tout entendu. J'ai regardé ma femme depuis 16 ans, je l'ai vraiment regardée. La femme qui faisait des commentaires désobligeants sur le « drame » de maman depuis le diagnostic, qui avait levé les yeux au ciel quand maman n'avait pas pu assister au récital de Chloé à cause de la chimio, qui avait ouvertement discuté de notre futur héritage avec sa sœur Francine. Je fais mes valises ce soir, ai-je dit. Desirée a carrément ri. Tu bluffes. Tu ne me quitterais pas pour cette vieille femme aigrie. Je me suis levé. Chloé, prends ton sac pour le week-end. On va chez mamie. C'est là que Desirée a fait son erreur fatale. Bonne chance pour te payer ne serait-ce qu'un studio avec ton salaire de prof. Quand tu reviendras en rampant, peut-être que j'envisagerai de laisser cette femme venir pour les fêtes. Visite surveillée. J'ai souri. En fait, à ce sujet. Tu vois, ce que Desirée n'a jamais su, c'est que maman n'était pas juste une bibliothécaire à la retraite vivant de la sécurité sociale. Maman était Eleanor Thorne. Ouais, c'est Eleanor Thorne, l'auteur de romans d'amour qui a écrit sous 12 pseudonymes différents dans les années 80 et 90. Ses livres étaient de l'or en barre dans les supermarchés. Elle avait investi chaque centime. La maison que Desirée pensait être une location miteuse. Payée. D'une valeur de 750 000 $ sur le marché actuel. Le fonds de retraite pathétique dont ma femme se moquait? Essayer 2 800 000 $ en investissement diversifié. Et le meilleur? Maman a mis à jour son testament le lendemain du jour où Desirée l'a traité de fardeau manipulateur à Thanksgiving. Tout me revient. Chaque centime. De quoi tu parles? La voix de Desirée avait changé. La planification successorale de maman. Tu sais, celle dont tu disais qu'elle couvrait probablement juste les frais d'obsèques et des babioles. Son avocat m'a envoyé les mises à jour hier. J'ai sorti l'email sur mon téléphone, j'ai regardé le visage de ma femme passer de suffisant à pâle, puis à calculateur, en environ 3 secondes. Bébé, attends. Parlons-en. J'étais émotive. Tu sais que j'adore Eleanor. Elle s'appelle maman. Et non, tu ne l'adores pas. J'ai fait mes valises méthodiquement pendant que Desirée me suivait de pièce en pièce, passant en revue les tactiques de manipulation comme si elle faisait un speedrun d'un manuel de relations toxiques. D'abord, les larmes. 16 ans. Tu jettes 16 ans. Puis, les menaces. Je prendrai tout dans le divorce. La maison. La pension alimentaire. La garde des enfants. Tu vivras dans ta voiture. Ensuite, le marchandage. Elle peut venir tous les week-ends. Je cuisinerai pour elle. Finalement, la rage. Tu es un pathétique fils à maman. Pas étonnant que j'ai commencé à parler à des hommes qui agissent vraiment comme des hommes. Cela m'a arrêté net. Quels hommes? Son visage est devenu rouge. Rien. Je parlais hypothétiquement. Chloé a choisi ce moment pour entrer avec son sac. Maman envoie des textos à Monsieur Garrett de son cours de spinning. J'ai vu les messages quand elle m'a demandé de brancher son téléphone la semaine dernière. Le silence était assourdissant. Mise à jour 1. Bordel de merde. Ça a explosé. Pour répondre aux questions, oui, nous divorçons. Oui, Chloé a choisi de rester avec moi et maman. Non, je me fiche de savoir si vous pensez que j'ai tort. Alors, Desirée est devenue complètement folle après notre départ. D'abord, elle a appelé maman directement au centre de chimio, pendant son traitement,
en hurlant que maman m'avait monté contre elle et avait détruit notre mariage. Les infirmières ont dû menacer d'appeler la sécurité. Puis, elle s'est présentée chez maman à 2 heures du matin, martelant la porte, exigeant de parler, comme des adultes. Les voisins de maman ont appelé les flics. Desirée leur a dit que j'avais kidnappé notre fille. Les flics ont demandé à Chloé si elle voulait aller avec sa mère. La réponse de Chloé, je reste avec papa et mamie. Maman peut aller se faire voir. L'officier a essayé de ne pas rire. On a dit à Desirée de partir ou d'être arrêtée pour trouble à l'ordre public. Mais c'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez de Monsieur Garrett? Il s'avère qu'il est marié. Sa femme, Janelle, était la meilleure amie de Desirée de son groupe de gym. Quand Janelle a découvert le pot aux roses, merci, Chloé, et tes talents de capture d'écran, elle n'a pas seulement largué Garrett. Elle a tout transféré sur le groupe Facebook de leur communauté de gym. 712 membres. Les messages étaient: Waouh! Desirée m'appelant un portefeuille ambulant sans colonne vertébrale. Garrett disant que sa femme se laissait aller. Des plans pour se voir pendant que j'étais aux réunions parents-professeurs. Des photos que je n'avais vraiment pas besoin de voir. Desirée a été bannie de la salle de sport. Garrett a reçu les papiers du divorce à la salle de sport. Pendant le cours de spinning. L'avocat de Janelle s'est approché directement du vélo. Mais attendez, il y a plus. La sœur de Desirée, Francine, m'a appelé, non pas pour s'excuser ou servir de médiatrice, mais pour demander si maman envisagerait d'inclure dans son testament la famille qui l'appréciait vraiment. Quand j'ai ri et raccroché, elle m'a envoyé un texto, « Tu es égoïste. Desirée mérite cet argent après t'avoir supporté, toi et ta mère, pendant des années. J'appelle un avocat. Bonne chance avec ça, Francine. Je suis presque sûr que, ma sœur a supporté son mari, n'est pas un motif valable pour une réclamation d'héritage. Maman va mieux, au fait. Avoir Chloé à ses côtés lui a remonté le moral. Elle regarde de vieux films et maman lui apprend à tricoter. C'est en fait assez adorable. L'avocat de Desirée a contacté le mien hier. Elle veut la maison que je possédais avant le mariage, une pension alimentaire à vie, et sa part du futur héritage de maman. Mon avocat a littéralement dit, elle est défoncée ou quoi? Apparemment, Desirée a dit à son avocat que l'argent de maman était un bien conjugal parce que nous étions mariés quand maman a fait le testament. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Demain, c'est la première réunion de médiation. Ça devrait être amusant. Mise à jour 2. La médiation était un spectacle. Desirée s'est présentée dans un tailleur à $2000 que je n'avais jamais vu auparavant. Je suppose que les cartes de crédit communes de Monsieur Garrett n'avaient pas encore été gelées. Elle a amené Francine comme soutien émotionnel, et un conseiller financier nommé Brendan, qui s'est avéré être un type qu'elle a rencontré sur une application de rencontre 3 jours après mon départ. Mon avocat a commencé par les faits. La maison était à moi avant le mariage, héritée de mon père. La succession de maman n'est pas un bien conjugal, et l'infidélité a un impact sur la pension alimentaire dans notre État. L'avocat de Desirée a poussé un papier sur la table. Leur demande, la maison, 50% de ma retraite, $3000 par mois de pension alimentaire, 50% de la succession de maman à son décès, la garde exclusive de Chloé, et une pension alimentaire pour enfants. J'ai éclaté de rire. Mon avocat m'a donné un coup de pied sous la table, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Contre-offre, ai-je dit. Elle récupère ses vêtements, sa voiture qu'elle paie encore, et 50% de la dette conjugale qu'elle a accumulée. Francine a crié, « Tu ne peux pas la laisser sans rien. Elle t'a donné les plus belles années de sa vie. » Elle les a données à Monsieur Garrett, apparemment. Brendan a essayé de jouer les durs. Peut-être devrions-nous discuter de ce qui est le mieux pour tout le monde. Vous êtes qui, au juste, a interrompu mon avocat. Êtes-vous un conseil? De la famille? Non. Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous en silence. C'est là que Desirée a joué ce qu'elle pensait être son atout maître. Je suis enceinte. La pièce est devenue silencieuse. Mon avocat m'a regardé. Je l'ai regardé. Félicitations avouées à Monsieur Garrett, ai-je dit. C'est le tien. Intéressant. Puisque nous n'avons pas eu de relation sexuelle depuis.
Qu'est-ce que tu disais dans ces textos? Devoir faire semblant d'être attiré par lui me rend physiquement malade. C'était il y a 6 mois, non? Son visage est devenu violet. Tu as fouillé dans mon téléphone? Non. Janelle m'a tout envoyé, y compris le message où tu as dit à Gareth que tu avais commencé la pilule parce que l'idée d'un autre enfant avec ce E perdant te rendait malade. Francine a attrapé le bras de Desirée. Tu avais dit que la grossesse garantirait la ferme, Fran. Mon avocat prenait des notes si vite que j'ai cru que son stylo allait prendre feu. Puis est venue l'extinction. Je veux dire, la crise de nerfs du siècle. Desirée a renversé la table. Elle l'a littéralement renversée. Des papiers partout. Puis elle s'est jetée sur moi, hurlant que j'avais tout ruiné et que je lui devais un style de vie. La sécurité a dû la traîner dehors pendant qu'elle criait que ma mère simulait probablement le cancer pour attirer l'attention. Quoi qu'il en soit, c'est filmé. Pour information, le bureau du médiateur a des caméras de sécurité. Son avocat a tranquillement remballé ses affaires et a dit qu'il allait réévaluer sa représentation. Mais le vrai drame est arrivé cette nuit-là. Desirée a convaincu Francine de l'aider à s'introduire chez maman pour récupérer des biens matrimoniaux. Elles ont amené Brendan et le petit ami de Francine, Luther, comme gros bras. Problème, le voisin de maman est un flic à la retraite qui lui a installé un système de sécurité l'année dernière. À la seconde où ils ont forcé la porte arrière, l'alarme s'est déclenchée. Les caméras ont commencé à enregistrer et il était déjà en train d'appeler le 911. Ils étaient sur la terrasse arrière, en train d'essayer de déplacer le piano antique de maman. Un piano. À minuit, sous la pluie. Tous les 4 ont été arrêtés. Cambriolage, tentative de vol et violation de propriété. Brendan avait des mandats d'arrêt en suspens pour non-paiement de pension alimentaire. Quelle surprise! Luther était en probation pour agression. Surprise encore plus grande. Les images de sécurité sont un pur régal. Des plans clairs des 4 visages. Francine disant littéralement « On mérite ça plus que cette salope mourante » en essayant de soulever un banc de piano. Maman a regardé les images depuis son lit avec Chloé et moi. Son seul commentaire, ils ne sont même pas capables de voler avec compétence. Mise à jour 3. Alors, vous vous souvenez quand j'ai dit que c'était loin d'être fini? C'est l'euphémisme du siècle. Desirée a payé sa caution et s'est immédiatement lancée dans une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Elle a publié sur toutes les plateformes que j'abusais d'une patiente âgée atteinte de cancer pour de l'argent, et que j'isolais une femme malade de ses proches. Elle a tagué l'éditeur de maman, mon école, et même l'école de Chloé. La réponse de l'éditeur a été en or, la succession et les décisions médicales de Madame Thorne sont des affaires familiales privées. Cependant, nous pouvons confirmer qu'elle reçoit d'excellents soins de la part de son fils. PS, son nouveau manuscrit est attendu le mois prochain et elle est en avance sur le calendrier. Ouais, maman écrit toujours. La chimio ne peut pas arrêter Eleanor Thorne. Mon directeur m'a convoqué, inquiet. Je lui ai tout montré. Les textos, le rapport d'arrestation, la vidéo de la médiation. Non seulement il m'a innocenté, mais il a déposé une plainte pour harcèlement auprès du district scolaire contre Desirée pour avoir tenté d'interférer avec l'emploi d'un éducateur par de fausses allégations. Mais Desirée n'avait pas fini. Elle a lancé un blog intitulé « Abandonné par un narcissique » où elle a publié notre histoire. Sauf que dans sa version, maman me manipulait avec un faux cancer, j'étais émotionnellement abusif, et elle était la victime d'une agression financière calculée. Les commentaires ont été brutaux. Pas pour moi. Quelqu'un a trouvé son casier judiciaire et l'a publié. Une autre personne était la cousine de Janelle, qui a posté les captures d'écran de l'infidélité. Puis l'éditrice de maman l'a trouvé et a commenté « Eleanor Thorne est ma cliente depuis 30 ans. Cette femme a essayé de voler un piano à une patiente atteinte de cancer. Tirez vos propres conclusions. » Le blog a duré 72 heures avant que Desirée ne supprime tout. Puis sont venues les lettres d'avocat. Le nouvel avocat de Desirée, le 4e, a envoyé une proposition. Elle accepterait $50 000 en espèces, la voiture, et pas de pension alimentaire, si j'acceptais de ne pas poursuivre les charges pénales pour l'effraction. Je ne peux pas poursuivre les charges. C'est l'État qui poursuit. Ce n'est pas comme ça que le crime fonctionne.
Mon avocat a répondu, Madame de Ciré recevra la division des biens telle que déterminée par la loi. Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué. Les poursuites pénales ne sont pas sous le contrôle de notre client. Veuillez informer votre cliente que tout harcèlement supplémentaire entraînera une action civile. Chloé, pendant ce temps, a dû commencer une thérapie parce que des enfants à l'école ont trouvé le blog de sa mère avant qu'il ne soit supprimé. La thérapeute m'a appelé la semaine dernière pour me dire que Chloé gérait cela avec une maturité remarquable et semblait soulagée d'être dans un environnement stable. Puis hier est arrivé. Je suis au traitement de maman avec elle quand mon téléphone explose de notifications. De Ciré a tenu une conférence de presse sur son Instagram Live. Une conférence de presse pour ses 847 abonnés. Elle a annoncé qu'elle poursuivait la succession de maman pour dommages émotionnels, moi pour abus financiers, et le centre de médiation pour avoir permis la violence contre elle, la table qu'elle a renversée. Elle a également annoncé qu'elle était enceinte de jumeaux et fiancée à Brendan, qui est toujours en prison pour l'effraction et la pension alimentaire impayée. La conférence de presse s'est terminée quand quelqu'un a commenté « Votre fiancé n'est-il pas en prison ?» et De Ciré a jeté son téléphone. Mais voici la partie magnifique. L'oncologue de maman dit qu'elle répond incroyablement bien au traitement. La tumeur rétrécit plus vite que prévu. Elle pourrait ne pas avoir besoin du cycle complet de chimio. Quand j'ai parlé à maman de la conférence de presse, elle a ri si fort que les infirmières sont venues voir ce qui se passait. Puis elle a dit, je mets à jour le testament à nouveau. Chloé aura une bourse complète pour l'université de son choix. Tu auras tout le reste. Et j'ajoute une clause stipulant que si De Ciré ou un membre de sa famille le conteste, 100$ iront à une œuvre de charité pour l'alphabétisation des adultes, puisqu'ils ne savent clairement pas lire la situation. Le divorce est finalisé le mois prochain. De Ciré obtient ses vêtements et ses effets personnels, la voiture sur laquelle elle doit $18 000, $0 de pension alimentaire, clause d'infidélité, des visites supervisées avec Chloé, qui refuse de la voir de toute façon, et 50% de la dette de carte de crédit marital qu'elle a créée. C'est elle qui doit me verser une pension alimentaire pour enfants. Pas grand-chose, mais le principe la tue. Mise à jour finale. Le jour du tribunal, c'était hier. Je veux que vous compreniez tous le niveau d'illusion auquel nous avons affaire ici. De Ciré s'est présenté vêtu d'une robe de mariée. Je ne plaisante pas. Une robe de mariée blanche complète. Sa justification au juge, je voulais rappeler à tout le monde le caractère sacré du mariage qu'il a détruit. Le juge, une femme de 60 ans qui avait l'air d'avoir tout vu, l'a dévisagé pendant 10 bonnes secondes avant de dire « Madame, vous avez commis la bigamie avec votre instructeur de spinning. » Nous n'étions jamais vraiment mariés. C'était juste officiel sur Instagram. Francine était là, avec un t-shirt, Team De Ciré. Elle en avait fait plusieurs. Personne d'autre n'en portait. Brendan était toujours en prison, il a donc assisté par appel vidéo. La combinaison orange faisait vraiment ressortir ses yeux. Les débats. L'avocat de Ciré a tenté de plaider pour plus de biens, citant le « travail émotionnel » et le « sacrifice de carrière ». Le juge a demandé quelle carrière elle avait sacrifiée. J'aurais pu être une influenceuse. Qu'est-ce qui vous a empêché de poursuivre cette voie? Devoir entretenir un foyer. Selon ses reçus, vous passiez 40 heures par semaine à la salle de sport. Votre mari s'occupait de toute la cuisine, du nettoyage et de la garde des enfants après son travail d'enseignant. Silence. Puis Francine s'est levée. On n'est pas censé se lever comme ça au tribunal. Et a crié, c'est de la discrimination contre les femmes au foyer. Le juge, elle n'était pas au foyer. Elle était à la salle de sport, avec un autre homme. Asseyez-vous ou vous serez expulsé. Le meilleur moment a été quand ils ont de nouveau évoqué la succession de maman. Le juge a littéralement dit, pour la 5e fois, un héritage futur n'est pas un bien matrimonial. Votre belle-mère pourrait laisser toute sa succession à un refuge pour chat si elle le voulait, ce qui, honnêtement, aurait peut-être causé moins de drame. Maman, qui assistait par appel vidéo pour sa déclaration en tant que victime de l'effraction, a fait un signe à la caméra. Les chats sont adorables, mais mon fils et ma petite-fille sont mieux. De Ciré a perdu les pédales, a commencé à crier que maman avait volé sa vie et retourné tout le monde contre elle. La sécurité s'est approchée d'elle. Elle a attrapé le sac à main de Francine et me l'a jeté. Elle m'a manqué, et a touché son propre avocat. Le juge a ordonné son expulsion.
Alors que la sécurité la traînait dehors, elle a crié « Je suis enceinte de jumeaux ». Le juge, félicitations. Le divorce est prononcé. Les suites. Desiré a eu 10 jours de prison pour outrage au tribunal. Le procès pénal pour l'effraction a lieu le mois prochain. Brendan l'a largué par un mot depuis la prison. La petite amie de Luther l'a fait sortir. Francine a lancé un GoFundMe. Je plaisante. Elle a commencé à demander à l'éditeur de Maman des honoraires de consultation pour avoir inspiré un personnage. La salle de sport où allait Monsieur Garrett, ils ont encadré les papiers du divorce que Janelle lui a signifié, comme un avertissement contre les conduites inappropriées. Quant à nous, maman a terminé son traitement la semaine dernière. Elle est en rémission. Les médecins appellent ça « remarquable ». Elle a célébré en terminant son dernier roman, un thriller sur une femme qui découvre que sa belle-fille essaie de la tuer pour l'héritage. De la pure fiction, dit maman avec un clin d'œil. Chloé a rejoint le club d'écriture créative de l'école. Sa première histoire, ma mère est devenue folle et tout ce que j'ai eu, c'est ce trauma. L'enseignant a qualifié cela de « thérapeutiquement brillant ». Je sors avec Monica, l'infirmière du centre de traitement de maman. Elle trouve toute l'histoire insensée et me fait raconter des passages lors des dîners. Ses amis disent que c'est mieux que la télé-réalité. Maman a officiellement mis à jour son testament la semaine dernière. Tout pour moi et Chloé, avec un ajout. Si quelqu'un le conteste, ça pariera à la création d'une bourse d'écriture créative appelée le Prix Eleanor Thorne pour la détection de Knarr. Desiré, aux dernières nouvelles d'amis communs, vit avec un nouveau type nommé Roger qu'elle a rencontré à sa thérapie de gestion de la colère ordonnée par le tribunal. Elle a dit à tout le monde qu'elle écrivait ses mémoires, intitulées « Gaslighté, mon histoire ». La femme de Roger aimerait avoir un mot à ce sujet. Francine envoie encore des textos de temps en temps pour demander de l'argent. Je les transfère à mon avocat, qui les transfère au dossier de harcèlement. Le piano qu'ils ont essayé de voler? Maman l'a donné à l'école de Chloé. Il y a une plaque, donnée par Eleanor Thorne. Trop lourd pour les voleurs, parfait pour les étudiants. À tous ceux qui disent que j'aurais dû voir les signes plus tôt, vous avez raison. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Quand Desiré m'a dit à notre 3e rendez-vous que son ex était fou, de ne pas la laisser utiliser ses cartes de crédit après leur rupture, ça aurait dû être mon signal de sortie. Mais bon, j'ai eu Chloé grâce à ça. Et maman est toujours là, écrivant des romans d'amour et enseignant à ma fille que les femmes fortes n'ont pas besoin de l'approbation des gens faibles. Les papiers du divorce sont encadrés dans mon nouvel appartement. Non pas parce que je suis amère, mais parce que la partie où le juge a écrit « La requérante s'est présentée en robe de mariée à la procédure de divorce » est de l'or comique. Le livre de maman sort le mois prochain. Elle le dédia « Mon fils, qui sait quand il faut sortir les poubelles. Je vis ma meilleure vie. Desiré vit. Quoi qu'elle fasse. Oh, et Desiré, puisque je sais que tu me cyberharcèles toujours, Monsieur Garrett a tout dit à Janelle. Tout, y compris cette histoire avec le fonds de mariage de ta sœur. Francine va être furieuse quand elle découvrira où sont vraiment passés ces $5000.